C'est un étrange voyage. Sur une route pourtant familière. Sans un mot, sans un geste, Michel Veillard peine à reconnaître son jardin englouti. Une fois encore, l'eau s'immisce dans sa vie et dans sa maison. Inexorablement, centimètre par centimètre. Là, ça arrive sous lui, tu vas... Hein, tu vois? Là, ça arrive, il y a 1 mètre, là. Ça arrive là. Ah ouais, ça traverse ce mur. Hein. Avec des moyens de fortune, Michel et sa femme tentent de combattre la montée des eaux, qui à présent encercle la maison. Donc là, en fait, tu vas laisser tout le temps cette pompe-là ici? Ben non. C'est pour ça que c'est à moi de rester là ici, parce que dès que ça monte là, je remets la pompe en route. Ce cauchemar, ils l'ont déjà vécu 2 fois auparavant. Et l'eau était montée jusqu'où là, la dernière fois? Vous voyez la marque jusqu'ici. C'est 2001. Cette fois-ci, pour ne pas se laisser déborder, le Breton a décidé de surélever tous ses meubles. Vous avez tout mis sur parpaing, là, tout est prêt. Ouais, là, ben, ça y est, on attend l'eau. Mais le combat est inégal. Face à l'Oust et à la Vilaine, les 2 rivières qui ont envahi la lande et qui vont encore grossir avant la nuit. Peu à peu, Redon prend des airs de cité lacustre. On y pose même des passerelles. L'eau aurait-elle décidé de s'installer pour plusieurs jours? La nuit tombe et Michel Veillard lutte toujours. Et on va mettre 2 pompes, ça va être bon. Freddy, le fils, est venu lui prêter main forte. Sournoise, l'eau rentre maintenant par le sous-sol. Regarde ça comme ça sort de la maison. Tu vois, c'est bon. Ça, la dalle. Au niveau du parpaing, disons. Une nouvelle pompe. Mais l'eau trouve toujours un moyen de progresser. Ah bah là oui, l'humidité elle est arrivée là, hein, maintenant, ça y est. Hein. Bon, ça y est, là. Ah, elle a monté l'humidité quand même. Hein. Elle est toute l'eau du mur. Toute la nuit et les jours qui suivront, Michel va se battre pour ne pas perdre ce qu'il a mis des années à construire. Sa maison et sa petite entreprise. Un combat qu'ils sont des milliers à livrer aujourd'hui en France. Depuis 2 mois, des vagues, des tempêtes et des pluies torrentielles s'abattent sur notre pays. Un déluge qui engloutit les maisons, parfois même les hommes. Comment expliquer la violence de ces inondations? Et pourquoi se répètent-elles? En Bretagne, dans le sud-ouest, dans le Var, nous avons enquêté au cœur des intempéries, au plus près des victimes et des élus. Et nous avons découvert que les causes de ces catastrophes ne sont pas seulement naturelles. Depuis un mois, la station balnéaire du Lavandou vit au rythme des pluies diluviennes. Le ciel de la Méditerranée a viré au gris. Et les plages portent encore les stigmates de la crue qui a ravagé la ville. Depuis, Gilles Bernardi, le maire, est sans cesse sur le qui-vive. Si on a la chance d'avoir une accalmie, ça passera. Si ça perdure, on sera dans la panade. Donc, attendez, je quitte une seconde, j'ai des gens à prévenir tout de suite ici. Ce jour-là, il vient d'avoir une nouvelle inquiétante de Météo France. On est en pré-alerte rouge, d'accord? Je préfère prévenir un petit peu avant que trop tard. D'accord, Gilles. Ça monte. D'accord, Hein? d'accord. Si t'as besoin, tu sais où me joindre. Ouais. D'accord? Ça, moi. Pardon. Ok, bonjour. Monsieur Bernardi, vous Oui. avez lancé des évacuations, Non, déconfinement. des confinements. Ouais, on est en pré-alerte rouge. Dépêchez-vous, je peux pas attendre. Monsieur le maire va en personne prévenir ses administrés. Bon, ça monte au bataillon. Oui. Ça monte. Oui. Je repasserai après, mais là, je vais dans l'urgence. Hein. C'est bon, merci beaucoup. Et on essaie de prévenir tout le monde pour qu'ils soient sur le pied de guerre, qu'ils ne soient pas surpris par la montée de l'eau. Parce que c'est déjà arrivé, Ben, c'est déjà arrivé le 19, donc il y a une semaine. il y a 15 jours, et tout ça est fragilisé, les gens sont hypersensibles, ce qui est normal.
Il y en a qui ont tout perdu, donc ça arrive un peu vite. Mais bon. Le danger est tout près et il porte un nom, le Bataillé, l'une des 2 rivières qui traversent la ville. Alors, si ça a monté là, eh bien, il faudra prendre une décision. C'est quoi les décisions qu'il faut prendre? Là, c'est de faire évacuer les zones aussi. Vous voyez, on est encore à 40 là. À 40, ça passe. 40, c'est bon. Si le cours d'eau monte encore de 40 cm, il débordera. Bon, le pont, vous le surveillez, vous m'appelez directement. Si ça affleure, vous ne prenez aucun risque, vous ne restez pas sur la zone, hein, d'accord? Parce que là, la dernière fois, c'est passé ici. Ça peut aller vite. Un quart d'heure, 10 minutes. En un quart d'heure, 10 minutes, ça peut arriver Ouais. au-dessus de la barrière. Oui. La dernière fois, c'est ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, là-bas, il y a encore 40, je dirais. 40, ça passe. Heureusement, ce jour-là, la pluie va finir par cesser. C'est au choix. Les rivières vont rester dans leur lit et l'inondation tant redoutée ne se produira pas. C'est pas une journée sympa. Vous avez l'impression que le sort s'acharne sur vous? Pas du tout. Ils acharnent partout en France. Regardez sur tous les littoraux, sur toutes les zones. Il pleut partout et non, c'est pas forcément sur nous. C'est parce que le climat il se dérègle partout. C'est une histoire de climat, tout ça. Je crois bien. Je crois bien. Au Lavandou, pour faire face à ces caprices du ciel, la commune est aujourd'hui quadrillée de lignes invisibles. Des lignes qui délimitent les zones dangereuses, celles où les crues peuvent frapper. Pour les découvrir, il faut aller à l'hôtel de ville. Ce schéma complexe, mis en place par les services de l'État, occupe tout un pan de mur. Il est censé déterminer l'urbanisme de la commune. Donc on est là, c'est bleu. Ça, c'est bleu. Racontez-moi un peu, qu'est-ce que c'est que ces zones? On voit différentes couleurs. Alors, zone rouge. Zone rouge, c'est une zone de risque fort. Zone rouge, toute nouvelle construction est interdite. Zone bleue, ce sont des zones qui sont submersibles mais de faible intensité, vous voyez. Zone bleue, Ici. il est possible de bâtir en respectant certaines règles. Donc aménageable avec des prescriptions. Zone blanche, zones qui n'ont pas de prescription particulière, qui sont réputées être hors d'eau en crue centenale. Zone blanche, en théorie pas de risque d'inondation. Elles sont parfaitement constructibles. Et ce flux, il va passer comme ça. Cette carte des risques s'appelle un PPRI, un plan de prévention des risques inondations. Mais au Lavandou, il réserve quelques surprises. Comment on peut expliquer que dans une zone blanche, il y ait 1,30 m d'eau avec une vitesse hallucinante? Je sais pas. Certains permis de construire accordés en zone blanche n'auraient peut-être pas dû l'être. Celui de la maison de retraite, par exemple. Inaugurée en novembre dernier, la résidence du Grand Jardin a été inondée 2 mois plus tard sous 40 cm d'eau. L'établissement, que dirige Catherine Loire, n'a pas été conçu pour affronter une inondation. D'accord. Voilà, on est monté à peu près ici, hein, vous voyez. Voilà. D'accord. Et, C'est monté assez rapidement? C'est monté vite. Toutes les prises étaient immergées. D'accord. Voilà. Donc il y a eu des pannes de courant? Ah ouais, bien sûr, surtout le rez-de-chaussée. Panne d'ascenseur? Ascenseur aussi. Comment donc- vous avez fait pour monter avec les résidents? À la main. Ils sont montés par les escaliers. D'accord. Donc, Vous a voilà. Mais on transporté est à la dans main. une résidence de personnes âgées, il y en a qui ont des problèmes. Oui, bon, ils ont été aidés, portés. Ils ont été aidés, portés. Voilà. Il faut dire qu'officiellement, la maison de retraite est en zone blanche. C'est pas une zone inondable. De par la définition du plan de prévention des inondations. Sinon, ça aurait jamais été construit ici ou pas comme ça. Enfin, Si la maison de retraite est en zone blanche, le parking, lui, est en zone bleue et le voisinage immédiat en zone rouge. L'autorisation de construire se joue donc à quelques mètres près et c'est bien là le problème. J'en ai marre de cette pluie, c'est une horreur. Oh là là, là, quelle horreur, mais vraiment. Au Lavandou, Arnaud Parenti et Marc Lamazière se sont étonnés de voir construire cette maison de retraite dans une zone qui présenterait bien un risque d'inondation. Selon ces deux opposants, le maire du Lavandou aurait commis une imprudence en ignorant les conclusions d'une étude qu'il avait lui-même commandée.
Et là, vous avez on a l'espace de la maison de retraite. Le maire a demandé une étude à un bureau d'études qui s'appelle la SOGREA, qui est un bureau d'études tout à fait sérieux. Et les conclusions de cette étude laissent entendre qu'il ne faut plus considérer ces terrains en zone blanche, mais les considérer désormais en zone bleu ciel. Un changement qui a des conséquences très importantes. En zone bleue, il est interdit de construire une maison de retraite. Et là, cette zone, c'est la zone de la maison de retraite qui est devenue bleue dans ce schéma de 2009, dans cette étude de 2009. À l'automne 2012, le préfet avait lui aussi demandé au maire du Lavandou de prendre en compte ce risque d'inondation. Gilles Bernardi a-t-il sous-estimé les risques en accordant un permis de construire dans une zone qu'il savait potentiellement dangereuse? Mais ces solutions pour Nous sommes allés lui poser la question et l'élu se retranche derrière le zonage en vigueur. Le permis accordé était donc tout à fait valable. Oui, mais c'est vous qui l'accordez ce permis de construire. Non, mais c'est moi qui l'ai accordé sur le seul document opposable même au jour d'aujourd'hui, c'est zone blanche. Des zones inondables à géométrie variable, semble-t-il. Et il n'y a pas qu'au Lavandou que la fiabilité des plans de prévention pose question. 25 janvier dernier. Au petit matin, les nuages se dissipent. Les habitants de ce quartier d'Hydron, dans la banlieue de Pau, se réveillent abasourdis. Ils n'auraient jamais imaginé qu'un jour leur maison puisse être inondée. Évacués la veille par les pompiers, ils découvrent aujourd'hui leurs souvenirs, leur intimité salie par la boue. Marianne Ferreira est effondrée. Hier, c'était encore, il y avait encore de l'eau partout. Et là, aujourd'hui, je découvre vraiment les dégâts. Ça fait mal. C'est une rivière qui s'est formée dans le lotissement et s'est déversée dans leur maison. À l'extérieur, l'eau est montée pendant la nuit jusqu'à 1 mètre, avant de se retirer au petit matin. Une partie de la voiture a même été noyée. C'est affolant. Des voisins, la famille, tout le monde est venu en renfort. Car à l'intérieur, c'est un travail de titan qui les attend. Donc voilà les dégâts. Sol, meubles, murs, tout est souillé. Il faut des raclettes, on va des seaux, des raclettes, on va tout serpillière. Heureusement, il y a de la main-d'œuvre parce que je saurais même pas par où commencer. Je suis perdue. 1, 2, 3, c'est bon. C'est la première fois que Marianne est inondée. Elle habite depuis plus de 20 ans dans ce lotissement et l'eau n'était jamais rentrée dans sa maison. Et pour cause, elle est classée dans une zone où le risque d'inondation est considéré comme faible. À Hydron, on appelle ça une zone verte. Quand on a fait construire, on nous a pas dit c'est attention, ces zones inondables, vous devez surélever, tout ça, non. On nous a rien dit. Je comprends pas. C'est vrai qu'on m'a dit qu'il y avait des gens, c'était des zones inondables, ils habitent par là, vers l'eau, c'était zone. Ils n'ont rien eu. Alors que vous? Ben oui. Nous, on a tout eu. On a eu chacun son tour, hein. Marianne n'est pas la seule à avoir été surprise par cette crue. Madame la maire a elle aussi remarqué que rien ne s'était passé comme le prévoyait le plan de prévention des inondations. Pour le comprendre, elle nous emmène faire le tour de son village. Premier constat, ce sont les zones normalement les moins exposées de sa commune qui ont été les plus touchées. Les plus sinistrées sont les zones vertes. Plus étonnant encore, les zones rouges, les plus vulnérables, sont-elles indemnes. Vous avez de l'eau dans la maison, vous? Non. Non, voilà. On est en zone inondable, mais pas en zone inondée. Tout va bien. Mon épouse est impeccable, les petits-enfants impeccables, je les avais hier soir. Aucun dégât matériel? Le chien, je ne l'ai pas encore. Et les poulets, ça va. À Hydron, les inondations ont laissé place aux interrogations. Pourquoi rien ne s'est-il passé comme prévu? Le plan de prévention des risques de la commune était-il erroné
imprécis. 10 jours après les événements, ces experts mandatés par le préfet vont mener l'enquête pour savoir s'il faut redessiner les zones à risque. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, là. Monsieur Escal de la DDTM. Ce jour-là, ils frappent à la porte de Marianne Ferreira. On voulait voir avec vous jusqu'où c'était monté. À peu près 10 cm en dessous du... Pour expliquer cette hauteur exceptionnelle, les deux fonctionnaires ont déjà une hypothèse. On est en zone verte, nous. D'accord, donc zone verte, c'est quand même une zone inondable, là, avec une certaine hauteur. Hein, donc c'est ça qu'il faut qu'on compare maintenant. Mais dans une zone verte, on n'est pas censé avoir 1 mètre d'eau, sinon... Alors normalement, c'est entre 0 et 50 cm. Hein. Donc après, c'est vrai qu'ici, on a l'impression qu'il y a une configuration en cuvette, hein, un petit peu. Oui, voilà, oui, c'est ça. Alors peut-être que les 20-25 cm supplémentaires, ils s'expliquent par cette topographie particulière. Vous avez eu 80 cm. Mais alors pourquoi ces informations n'ont-elles pas été prises en compte dans l'élaboration du plan de prévention ? Moins, beaucoup moins. Je pense qu'à l'époque où les pépéries ont été faits ici, comme dit M. Escal, ils étaient c'est parmi les premiers départements. Et la topographie, c'est-à-dire le niveau des sols partout, si on va voir le niveau des sols partout, c'est assez compliqué quand même. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Alors maintenant, il existe par contre. Maintenant, ça existe. Ça coûte très cher en fait. D'avoir une topographie très fine, oui, ça va coûter plus cher, effectivement. Des plans imprécis et parfois devenus obsolètes. Celui d'Hydron date de 2002. Et en 12 ans, le paysage d'un cours d'eau peut beaucoup changer et les risques de crues évoluer. Donc dans ce secteur, il y a eu des débordements. Hein, voilà. On va peut-être se garer là. À la recherche de ces bouleversements, les deux experts vont donc effectuer des relevés le long d'une des rivières qui a inondé la commune. Il y a des choses qui évoluent, la végétation qui évolue suivant les saisons, le lit qui bouge, des maisons qui poussent, et tout ça doit être, si possible, un peu réajusté pour pouvoir avoir des choses qui sont fiables après. Après cette enquête, le tracé des zones est donc susceptible d'évoluer. Un quartier réputé non inondable peut passer en zone rouge, dangereuse et inconstructible. Un simple changement de couleur, lourd de conséquences pour ceux qui y vivent. Retour dans le Var, à Fréjus. Dans le quartier de la Palue, les lendemains de crue sont amers. Et pour Christian Collinelli, l'un des commerçants de la zone, les inondations font presque partie du quotidien. C'est tout le temps. C'est vrai que c'est fatigant. Je pense que mes collègues, ils doivent être dans le même état. Tous les gens que tu as dans la zone, c'est... Et surtout, ce qui fait que tu sens aucun soutien, tu sens qu'il ne se passe rien. Donc tu te dis, bon ben voilà, c'est mon karma, je suis arrivé dans cette zone, je vais être inondé toutes les 2-3 ans. J'en arrive à croire que je sais pas vous les gars, mais moi je pense que je suis le roi de l'inondation, c'est ce que je disais. Hein. J'en suis à la 4e en 8 ans. Je veux dire, on doit avoir des couronnes de roi, là, tiens, regarde, je vais le faire devant tout le monde. Voilà, les gars, regardez bien. Vous avez le roi de l'inondation, 4 inondations, c'est formidable, merci, sympa. À la 5e, non, c'est plus possible. On a commencé déjà à réaménager... Christian le prend avec humour. Mais comme tous les commerçants de la Palue, il est aujourd'hui prisonnier de ce quartier, en train de basculer en zone rouge. Hier, il y a eu encore une alerte. Ouais. Aujourd'hui, tu investis une vie de travail et ça vaut rien. Qui c'est qui va venir acheter aujourd'hui ? Et tu peux même pas partir. J'ai les copains, j'ai les confrères, j'ai plein de gens qui me disent « Mais Christian, pourquoi tu pars pas ? Installe ton magasin ailleurs. » Ok, je vais prendre mon magasin, je vais le mettre ailleurs, je vais plus avoir les emmerdes que j'ai aujourd'hui. Et je fais comment ? J'ai 5 000 € de crédit sur un magasin, j'ai 3 000 sur un autre, 3 000 sur un autre. J'ai quasiment 11-12 000 € de crédit par mois à rembourser. Si moi je m'en vais, personne ne va prendre mes locaux. Qui c'est qui veut venir dans une zone inondable ? Personne. Vous ne pouvez pas revendre aujourd'hui ? C'est invendable. Invendable. Et si c'est vendable peut-être à 1/3 du prix que je l'ai acheté. Même pas. Alors, je vais te montrer. Le classement en zone rouge a d'autres conséquences plus graves encore. Tout ce que tu as jeté ici. Là, ouais, viens là. Un peu plus loin, son voisin se bat pour ne pas perdre son contrat d'assurance. En 2010, il y avait 1,80 m d'eau là. Et pour ouvrir donc la porte de chez moi, j'ai dû nager, j'ai dû plonger, j'ai dû nager pour mettre la clé dans la serrure pour pouvoir l'ouvrir. Chez José Juan, l'inondation de cette semaine a provoqué 20 000 € de dégâts, notamment dans cette salle de squash, entièrement à refaire. Je permets pas d'y jouer, quoi.
Voilà, c'est encore plein d'eau, là. Regarde, quand tu viens là, c'est encore spongieux. Le parquet, il a... Mais pour les réparations, José préfère encore tout payer de sa poche. Impossible de jouer au squash là-dessus. Hein. Mais ça, votre assurance, elle va vous rembourser? Non. Non, parce que je ne l'ai pas déclaré, tout simplement. Je n'ai pas déclaré le sinistre, hein, cette fois-ci. Mais pourquoi? Parce que j'ai peur d'être radié en fin d'année, j'ai peur de ne plus être assuré l'année prochaine. Donc, comme le reste du centre n'a pas subi de dégâts, je préfère payer, moi, le squash, le terrain de squash, et voilà, et ne rien dire. Radiés par leur compagnie d'assurance, plusieurs commerçants auraient été obligés de mettre la clé sous la porte. Dans le quartier de la Palue, le classement en zone rouge va condamner presque tous les commerces à une mort certaine. C'est ce que nous a confirmé le préfet du Var, Laurent Quérel. Responsable de l'application des PPRI, il affiche un discours de fermeté. Une inondation par an avec chaque fois le même risque d'avoir des morts, à un moment, il faut arrêter les frais quand même. La zone est à risque et tout le monde le sait. Les commerçants doivent donc déménager. Ceux qui sont sur la zone de la Palue en zone rouge ont vocation à ne plus être assurés et à déménager, c'est clair. Mais ils ne déménageront pas. Nous avons eu une dame qui nous a effectivement tenu ce discours en disant on partira pas parce que la zone est trop attractive du point de vue commercial. Ces gens-là, ils attendent des aménagements aujourd'hui. Ah ben, ils n'en auront pas. Je vais être très clair sur le sujet, c'est que c'est le PPRI qui s'imposera. S'ils ne sont pas assurables, ils seront installés à leurs risques et périls. Donc en fait, vous attendez l'agonie économique de ces commerçants? Moi, je suis désolé. À un moment donné, il faut qu'eux-mêmes fassent des arbitrages pour ce qui les concerne. Voilà. Merci bien. Je vous en prie. Cette zone commerciale n'est pas un cas isolé. Dans le Var, 243 000 personnes vivraient en zone inondable, près d'un quart de la population. Impossible donc de les faire déménager, et jusqu'à présent, impossible aussi de les mettre en sécurité. Pour Josette Faïs, la lutte contre les inondations tient en un slogan. Oui, moi je dis souvent, on bétonne, on goudronne, et puis après, on s'étonne. À hier, cette militante associative tient à nous emmener au quartier de l'Oratoire, inondé 3 fois en 4 ans. Quand on descend, on commence à descendre, vous allez mieux comprendre pourquoi ici c'est inondé. Vous voyez, ici on était sur le niveau de la route, vous voyez comme ça descend. Ce quartier a été construit au bord d'une rivière, le Gapeau. Et selon Josette, les crues y sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes. Allez, c'est parti. Il y a 2 semaines, les eaux du Gapeau sont montées à un niveau encore jamais atteint. Faites attention, ça glisse. C'était le 19 janvier dernier. Voilà, par exemple, vous voyez la hauteur qu'a atteint la rivière ici. C'est la hauteur des déchets charriés par la rivière. Là-haut, on estime bien ça à une hauteur de plus de 4 mètres. Pour Josette, ce quartier résume à lui tout seul les excès de l'urbanisme varois. Ici, on a construit, soyons bien clairs, dans le lit de la rivière. Et on le savait parfaitement. Ça, c'est une erreur, une aberration. C'est de l'irresponsabilité totale venant des élus de hier. C'est une évidence. Construit dans les années 80, l'Oratoire n'est à l'époque pas officiellement considéré comme une zone à risque. Mais en 1999, le quartier bascule en zone rouge et le piège se referme sur les habitants dont les maisons perdent 30% de leur valeur. Vous n'attendiez que moi, je suppose? Tout à fait, tout Bonsoir. à fait. Bonsoir. Ce soir, Josette Faïs a rendez-vous dans une maison du quartier. Les riverains sont en colère contre leurs élus. Ils n'ont même pas idée de ce que subissent les gens qui eux-mêmes sont dans les catastrophes, quelles qu'elles soient. Selon Josette, la solution à leurs problèmes se trouve dans cette étude, commandée en 2006 par les maires de la vallée du Gapeau. Elle préconise la construction d'aménagements le long de la rivière. Et moi, je vous montre le plan avec le bassin versant qu'on voit ici
Et là, on voit le positionnement des 10 bassins de rétention qui ont été retenus. Et le montant qui était à l'époque mis, 4 500 000 euros. Donc avec 4 500 000 euros, on pouvait diminuer, et on a même noté ici, on pouvait diminuer à l'oratoire une hauteur de 60 cm en moins à l'oratoire. Donc là, c'est du concret. Malheureusement, on ne l'a pas faite. On n'a encore rien fait depuis 2006. En 2 inondations, c'est amorti? Ou en une? Alors, le problème, c'est l'origine des fonds. Mais pourquoi les élus ne réagissent pas à ce genre de discours? Moi, c'est ça ma question. Il faut quoi, comme disait le monsieur, qu'il y ait des dizaines de morts là, qui se baladent dans les rues? Eh ben, écoutez, là, je vous invite. Mais ils n'entendent pas qu'il y a quand même urgence là. Pour contraindre les élus à investir dans ces travaux, les riverains envisagent même de porter l'affaire devant la justice. On n'était pas terminé. C'est l'ensemble qu'il faut attaquer, pas que le maire de hier qui, lui, va se défausser contre le préfet du Var. C'est les 15 qui sont responsables. 3 jours seulement après cette réunion, le quartier de l'Oratoire est à nouveau menacé par le Gapo. Et le maire de hier, Jacques Politi, joue les déménageurs chez les riverains. On le remet sur le... Monsieur Politi, les bassins de rétention qui étaient prévus, c'est quelque part, ça sera abandonné comme projet, ça ne sera pas suffisant pour maintenir les crues du Gapo. C'est ce que j'ai... Une voisine en profite pour l'interpeller. Le bassin de rétention qui est prévu donc au plan du pont, oui. 60 hectares, va être fait dans les plus brefs délais. Ah, il sera fait, bien sûr. Quand? Mais dans les plus brefs délais, c'est-à-dire dans l'année à venir. Hein. Mais non, bon, malheureusement... C'est un projet qui date de quand? C'est un projet qui a... Depuis 99, voilà, déjà, voilà. Pourquoi il n'a pas été fait avant? Parce que... Alors, embarrassé, il se défend en pointant l'inefficacité du syndicat d'élus locaux chargé de ce dossier. Vous aviez un syndicat qui était un syndicat d'études, qui date depuis 30 ans, qui réfléchit. Donc ce syndicat d'études aurait dû être transformé en syndicat de travaux. Or, pour de basses rivalités politiques, il a été dissous. Josette Faïs attend de voir si les élus de la vallée se mettront finalement d'accord pour faire ces travaux. Des aménagements censés réparer des années d'urbanisation à marche forcée qui ont aggravé la violence des crues. Voilà comment c'était au début du siècle. Après, vous allez voir les années 60. Donc, on voit bien que la construction se développe, mais pas sur les collines. Et on voit bien, regardez bien les étages. Ça, c'est les terrasses en escalier. Terrasses en escalier, où on cultivait l'olivier, la cade. L'intérêt, c'est de retenir les eaux. Les anciens, ils n'étaient pas idiots. Hein. Ils savaient comment faire pour faire l'agriculture. Le problème, c'est que tout ce qui était agricole est devenu urbanisé. Là, maintenant, ça descend direct. Ici, c'est des crues torrentielles. C'est-à-dire que vous n'avez pas le temps de vous mettre à l'abri. Vous n'avez pas le temps de voir la montée des eaux. Des eaux qui ruissellent. Et en aval, le Gapo qui se déchaîne et qui tue. Un mort le mois dernier. L'homme aurait donc sa part de responsabilité dans la violence des catastrophes. Et parfois, il prend quelques risques parce qu'il a la mémoire courte. En Île-de-France, la dernière crue remonte à plus d'1 siècle. Alors le danger paraît bien loin. Pourtant, dans la région, près d'1 million de personnes vivent dans une zone inondable. C'est le cas de la famille Aguirre. Il y a 7 ans, ils ont eu le coup de cœur pour cette maison, située à Vitry-sur-Seine. Une commune où le risque est très élevé. Ils n'ont découvert cette menace qu'une fois chez le notaire. Mais comme de nombreux Français, ça ne les a pas découragés. C'est l'acte notarié. Alors on est là, et en fait voilà. Et la scène est ici. Voilà, et la scène est là. On se situe en zone gris moyen. Donc ça correspond, nous, à une submersion comprise entre 1 et 2 mètres. On est juste là. Et ça vous a pas fait peur quand vous avez acheté justement de vous dire que c'était en zone inondable? On nous dirait en zone inflammable, on aurait peut-être un peu plus peur, mais en zone inondable, on a l'impression qu'on va s'en sortir en fait, quoi. Si les Parisiens se croient protégés des crues, pour ceux qui sont chargés d'assurer leur sécurité, ce scénario catastrophe a pourtant de grandes chances de se produire. Frédéric Gache est un expert de la prévention des inondations, un spécialiste convaincu que la Seine pourrait une nouvelle fois atteindre des sommets, comme en janvier 1910. Vous avez ici
Le niveau de la crue de 1910, donc 1,30 m supérieur aux dernières grandes crues, on va dire du 20e, qui sont en janvier 1924 et janvier 1955. Et donc là, si on était dans le même cas que 1910, vous seriez sous l'eau, quoi. Oui, vous aussi, et on aurait du mal à faire cette interview. À l'époque, la capitale connaît l'une des plus importantes crues de son histoire. Pendant des semaines, la ville est totalement paralysée. Les stations de métro s'étaient transformées en piscines et l'esplanade des Invalides était un lac. L'eau monte à plus de 8 mètres. 200 000 personnes sont sinistrées. Depuis, des mesures ont été prises pour protéger la capitale. Des barrages et des digues ont été mis en place. Mais pour Frédéric, le risque est loin d'être écarté. Ces infrastructures ne suffiront pas à stopper une crue comme celle de 1910. Donc là, oui, on est dans une zone qui serait submergée en cas de crue majeure de la Seine. Là, vous seriez dans l'eau, cette école serait dans l'eau. Elle n'est pas la seule, il y en a un certain nombre en Île-de-France, que ce soit des écoles élémentaires, des collèges ou des lycées. Conscientes de ce danger, les municipalités ont pris certaines précautions. Désormais, tous les bâtiments construits dans les zones à risque sont surélevés. Mais pour l'expert, cela est loin de résoudre tous les problèmes. Si vous voulez, dans l'idéal, il aurait fallu ne pas construire dans cette zone-là, puisque certes on rehausse, mais vu que tous les réseaux électriques, réseaux de gaz sont enterrés, le bâtiment aura moins de dommages, mais de toute façon, pendant la crue, ne pourra pas fonctionner, parce qu'il n'y aura pas de courant, il n'y aura pas de gaz, il n'y aura pas d'eau potable ni d'eau usée. En Île-de-France, dans les 15 prochaines années, plus de 12 millions de mètres carrés de logements et de bureaux seront construits en zone inondable. D'après une étude de l'OCDE, les dégâts d'une crue dans la région seraient gigantesques. Ils pourraient coûter près de 30 milliards d'euros.